Je veux simplement consulter mon solde, dit la petite fille noire d'une voix calme qui transperça le silence pompeux de la Bank of America Premium. Charles Whitmantre cessa de taper sur son ordinateur portable doré et leva les yeux par-dessus ses lunettes de créateur, comme s'il venait d'entendre la blague la plus absurde de l'année. L'enfant de 9 ans se tenait devant le comptoir VIP, tenant un dossier transparent contenant des documents, tandis que des dizaines de clients millionnaires l'observaient avec un mélange d'incrédulité et d'amusement malveillant. Ses baskets usées et son t-shirt simple contrastaient fortement avec les costumes à 3000 $ et les sacs à main de créateurs qui dominaient cet environnement climatisé. L'air sentait l'argent, le parfum coûteux et cette confiance arrogante que seuls les très riches peuvent se permettre d'afficher sans complexe. « Tu as entendu ça, chérie ?» murmura Charles à sa femme Madison, assez fort pour que tout le monde entende. L'enfant veut voir son solde. Elle a probablement confondu cet endroit avec une agence ordinaire. Des rires discrets résonnèrent dans le hall, comme une musique de fond destinée à humilier davantage la fillette. Chaque ricanement semblait calculé pour lui rappeler qu'elle ne méritait pas d'être là, que sa simple présence était une offense à leur monde doré. Lana Jackson avait grandi en entendant qu'elle n'avait pas sa place dans des endroits comme celui-ci, que les enfants comme elle devaient connaître leur place dans la société. Mais à cet instant précis, quelque chose dans ses yeux révélait une détermination qui ne correspondait pas à ses 9 ans d'âge. C'était comme si elle portait un secret trop lourd pour son âge, un fardeau qu'elle avait accepté de porter avec une grâce troublante. Le directeur, M. Patterson, s'approcha d'elle avec un sourire condescendant qui n'atteignait pas ses yeux. Son visage affichait cette expression que les adultes réservent aux enfants qu'ils jugent déplacée, un mélange de patience forcée et d'irritation à peine dissimulée. « Ma petite !» dit-il en gesticulant vaguement vers les clients élégants, « c'est la section premium. Les enfants doivent être accompagnés d'adultes. » Il marqua une pause théâtrale. « Eh bien, peut-être es-tu perdu, l'agence ordinaire est de l'autre côté de la rue. »« Je ne suis pas perdu, » répondit Lana, en posant le dossier sur le comptoir en marbre avec une délicatesse qui contrastait avec la grossièreté qui l'entourait. « Ma grand-mère m'a dit de venir ici, à cette heure précise, à ce comptoir précis. Ici Depki, Ofmasi. » Sa voix ne tremblait pas. Il n'y avait pas de larmes, juste une sérénité troublante pour une enfant publiquement humiliée. Ses petites mains restaient posées fermement sur le dossier, comme si elles protégeaient quelque chose de précieux, d'infiniment important. Charles ne put résister à la tentation. Il ferma son ordinateur portable et s'approcha d'elle comme un prédateur flairant une proie facile. Ses chaussures italiennes claquèrent sur le sol de marbre, chaque pas résonnant comme un jugement. « Ta grand-mère, hein ?» dit-il avec un sourire narquois. « Et quel est son nom, ma chérie? Peut-être qu'elle est notre femme de ménage ?» Le commentaire provoqua des rires étouffés parmi les personnes présentes. Certains clients détournèrent le regard, mal à l'aise mais trop lâches pour intervenir. D'autres souriaient ouvertement, se délectant du spectacle de cet enfant mis à sa place. Ou peut-être travaille-t-elle dans la cuisine de l'hôpital où ma femme se fait faire ses chirurgies esthétiques, ajouta-t-il avec un ricanement. Madison couvrit sa bouche de sa main gantée, feignant l'horreur tandis que ses yeux pétillaient de malveillance. Ses bijoux scintillaient sous les lumières laides du plafond, chaque diamant semblant refléter la cruauté de la scène. « Charles, sois gentil, » dit-elle d'une voix faussement choquée. La petite ne comprend clairement pas où elle se trouve. Avant de voir comment le masque de l'arrogance va tomber en morceaux, prenez un instant pour rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à l'Arme du continent et activez la cloche. Car ici, nous savons que ceux qui rient les premiers ne sont pas toujours ceux qui rient les derniers. Préparez-vous, la tempête arrive. Mais Lana ne recula pas d'un pouce. Au contraire, quelque chose d'imperceptible changea dans sa posture. Ses épaules se redressèrent légèrement, son menton se leva d'1 centimètre et pour la première fois, un petit sourire effleura ses lèvres. C'était le genre de sourire que les gens expérimentés reconnaîtraient immédiatement comme dangereux. Un sourire qui contenait des secrets, des plans et une compréhension du monde que peu d'adultes possédaient. « Dorothy Jackson », dit-elle clairement, chaque mot tombant comme une pierre jetée dans des eaux calmes. « C'est le nom de ma grand-mère. » Elle marqua une pause délibérée, laissant le nom résonner dans l'espace. Et elle m'a dit que certaines personnes ici connaissent très bien ce nom. L'effet fut immédiat et spectaculaire. M. Patterson cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de traiter quelque chose d'impossible. Sa main hésita au-dessus du clavier de l'ordinateur, tremblant légèrement. Son visage, habituellement composé et professionnel,
trahissait maintenant une confusion grandissante. Charles haussa un sourcil, ne reconnaissant clairement pas le nom, mais percevant le changement soudain d'atmosphère dans la pièce. L'air semblait s'être épaissi, chargé d'une tension nouvelle et inquiétante. « Patterson !» appela Charles avec impatience, sa voix trahissant une pointe d'irritation. « Tape ce nom ridicule là-dedans et finissons-en avec cette plaisanterie. J'ai une réunion avec des investisseurs dans 20 minutes. » Mais pendant que tout le monde attendait avec un amusement cruel, personne ne remarqua que la fillette observait chaque visage, chaque réaction, comme si elle mémorisait quelque chose d'important. Ses yeux se déplaçaient méthodiquement d'une personne à l'autre, enregistrant chaque expression, chaque geste, chaque mot prononcé. Ses yeux contenaient une intelligence et une patience qui n'appartenaient pas à une enfant de 9 ans. C'était le regard de quelqu'un qui avait été entraîné, préparé, façonné pour ce moment précis. Ce fut à cet instant que M. Patterson tapa le nom dans le système et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Son expression changea complètement, radicalement. Il cligna des yeux une fois, 2 fois, puis tapa à nouveau, comme pour vérifier qu'il n'avait pas fait d'erreur. Son visage perdit toute couleur, devenant d'un blanc crayeux. C'était comme s'il avait vu un fantôme dans la base de données, une impossibilité devenue réalité. Là, devant tous les regards méprisants, Lana restait immobile, gardant un secret trop puissant pour être révélé avant le bon moment. Elle savait exactement ce qui allait suivre. Sa grand-mère le lui avait répété des dizaines de fois dans les derniers mois de sa vie. Si cette histoire de préjugés et de rebondissements a touché votre cœur, pensa Lana en elle-même, se rappelant les mots de sa grand-mère, n'oubliez jamais que sous-estimer quelqu'un peut être la plus grande erreur de votre vie. Monsieur Patterson essaya de cacher son expression choquée en fermant rapidement l'écran de l'ordinateur. Mais ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il tapait des commandes aléatoires, essayant de gagner du temps pour traiter ce qu'il avait vu dans le système. La sueur commençait à perler sur son front malgré l'air conditionné qui fonctionnait à plein régime. Charles, impatient du retard, tapotait ses doigts sur le comptoir de marbre avec une irritation croissante. Chaque tapotement résonnait comme un tic-tac d'horloge, marquant les secondes avant la révélation qui allait tout changer. « Quel est le problème, Patterson ?» demanda Charles, sa voix chargée de l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi instantanément. Une simple requête ne devrait pas prendre autant de temps, à moins que vous ne cherchiez des excuses pour cette situation gênante. Madison rit méchamment, ajustant son collier de perles tout en observant Lana comme si elle était un animal dans un zoo. Ses ongles manucurés brillaient sous les lumières, chaque geste calculé pour afficher sa supériorité présumée. « Chérie, dit-elle avec une fausse sollicitude maternelle, peut-être devrais-tu appeler ta grand-mère. Elle doit être inquiète, ne sachant pas où tu t'es fourré. » Sa voix dégoulinait de fausses préoccupations. Les enfants ont tendance à se perdre dans des endroits qui ne leur sont pas destinés. Lana resta immobile, mais quelque chose changea dans ses yeux. C'était comme si un vieux souvenir venait d'être déclenché, une mémoire douloureuse mais nécessaire. Elle se rappelait parfaitement les mots de sa grand-mère Dorothy, 3 jours avant qu'elle ne meure dans cette chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et le regret. « Ma fille !» avait dit Dorothy de sa voix affaiblie, mais toujours ferme, « quand tu iras à la banque, tu rencontreras des gens qui essaieront de te faire te sentir petite, insignifiante. Laisse-les parler, laisse-les rire. » Ses yeux avaient brillé avec une intensité féroce. « Parce que celui qui rit le dernier rit le mieux. Et toi, mon enfant, tu riras la dernière. »« Ma grand-mère n'est plus là, » dit Lana simplement, sa voix maintenant ce calme troublant. « Elle est décédée la semaine dernière. » Une pause délibérée. « Mais elle m'a appris que certaines personnes ont besoin d'apprendre certaines leçons de la manière difficile. » Le commentaire provoqua un bref silence inconfortable. Même les plus arrogants des clients présents ressentirent une pointe de malaise face à une enfant orpheline. Charles s'éclaircit de la gorge, clairement mal à l'aise d'avoir moqué une enfant orpheline, mais son arrogance surmonta rapidement toute trace de décence humaine. « Eh bien, je suis désolé pour votre perte, » dit-il sans aucune sincérité véritable, les mots sortant de sa bouche comme une obligation sociale plutôt qu'une véritable compassion. « Mais cela ne change pas le fait que tu ne devrais pas être ici. Cet endroit est pour les gens qui comprennent vraiment les finances sérieuses,
Pas pour... Il gesticula vaguement vers elle. Des jeux d'enfants. Ce fut à ce moment que quelque chose d'intéressant se produisit. Lana ouvrit son dossier transparent avec des mouvements délibérés et retira une enveloppe scellée, jaunie par le temps. Au centre, d'une écriture élégante et ancienne, était écrit « À ouvrir uniquement en présence du directeur principal de la Bank of America Premium, située sur la 5e avenue. » L'enveloppe elle-même semblait venir d'une autre époque, le papier épais et de qualité, le seau de cire rouge encore intact. C'était le genre de document qu'on ne voyait plus de nos jours, quelque chose qui parlait de tradition, de pouvoir et de secrets soigneusement gardés. M. Patterson déglutit difficilement en voyant l'enveloppe. Il y avait quelque chose dans l'écriture, dans le vieux papier, dans le seau de cire, qui lui donnait des sueurs froides. Dorothy Jackson avait été une légende dans la communauté noire de la ville, une femme qui avait construit un empire silencieux pendant que tout le monde la sous-estimait, exactement comme il sous-estimait sa petite fille en ce moment même. « Qu'est-ce que c'est » demanda Charles en essayant de prendre l'enveloppe des mains de Lana. Elle recula rapidement, ses réflexes étonnamment rapides pour une enfant. Le mouvement était fluide, presque professionnel, comme si elle avait été entraînée à protéger des documents importants. « Ce n'est pas pour vous », répondit-elle avec une fermeté qui fit reculer Charles comme s'il avait été giflé. « C'est pour la personne qui dirige vraiment cette banque, pas celle qui fait juste semblant. » L'audace de sa réponse rendit Charles rouge de rage. Il n'était pas habitué à être défié par qui que ce soit, encore moins par une enfant noire de 9 ans. Ses mains se serrèrent en poing, ses articulations blanchissant sous la pression. Madison saisit le bras de son mari, réalisant qu'il était sur le point d'exploser en public. « Charles », murmura-t-elle d'un ton d'avertissement, consciente que trop de témoins observaient la scène. « Écoute-moi bien, petite », commença Charles d'une voix menaçante, mais il fut interrompu par l'arrivée d'une figure qui changea complètement la dynamique de la situation. La directrice régionale, Madame Victoria Thompson, une élégante femme noire dans la cinquantaine, s'approcha du groupe d'un pas ferme et assuré. Son tailleur impeccable et sa posture autoritaire firent même Charles se redresser instinctivement en sa présence. Elle dégageait cette aura de pouvoir véritable, pas le pouvoir acheté de Charles, mais celui gagné par des décennies de compétences et de détermination. « Monsieur Patterson », dit-elle, sa voix tranchant la tension comme un couteau. « J'ai reçu une notification automatique du système concernant une demande de compte spécial. J'espère que tous les protocoles sont correctement suivis. » Le soulagement sur le visage de Patterson était évident. Enfin, quelqu'un avec une autorité réelle pour gérer cette situation impossible. Mais ce qu'il n'attendait pas, c'était la réaction de Lana en voyant la directrice. La fillette sourit, le premier sourire authentique depuis son entrée dans la banque. Un sourire qui illumina son visage et transforma complètement son expression. « Vicky », dit-elle, utilisant un surnom familier qui fit s'arrêter net la directrice. Victoria Thompson regarda attentivement l'enfant, et lentement, la reconnaissance s'éveilla dans ses yeux. Son expression passa de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement mêlé de tristesse. « Lana Jackson », murmura-t-elle, comme si elle voyait un fantôme. « Mon Dieu, tu ressembles exactement à Dorothy quand elle était enfant. Les mêmes yeux déterminés, le même port de tête. » Charles et Madison échangèrent des regards confus et inquiets. Comment diable cet enfant connaissait-elle personnellement la directrice régionale? Et pourquoi Victoria semblait-elle la traiter avec un respect qu'il n'avait jamais vu auparavant? « Ta grand-mère m'avait dit que tu viendrais, » continua Victoria, sa voix épaisse d'émotion. Des larmes menaçaient de perler au coin de ses yeux. Elle a dit que quand le moment viendrait, je saurais exactement quoi faire. Elle prit une profonde respiration, se recomposant. Elle m'a tout expliqué, Lana, chaque détail de son plan. Lana tendit l'enveloppe jaunie à Victoria, qui la prit avec des mains légèrement tremblantes. C'était comme recevoir un message d'outre-tombe, les dernières instructions d'une femme qui avait tout prévu, même après sa mort. « Elle a dit que vous comprendriez ce qui est écrit ici, mieux que quiconque, » dit Lana doucement. Alors que Victoria ouvrait soigneusement l'enveloppe, déchirant le vieux seau de cire avec précaution, Charles tenta de reprendre le contrôle de la situation. Sa voix trahissait maintenant une nervosité qu'il ne pouvait plus cacher complètement. « Victoria, sûrement vous n'allez pas écouter ceci. Cet enfant doit confondre les choses, inventer des histoires.
Il rit, mais le son était forcé et nerveux. Vous savez comment sont les enfants, ils ont des imaginations débordantes. Victoria leva une main, le faisant taire immédiatement, quelque chose que peu de personnes dans la vie de Charles avaient jamais réussi à faire. Le silence qui s'ensuivit était lourd de signification. Elle lut rapidement le contenu de la lettre, et à chaque ligne, son expression changeait de la curiosité à l'étonnement total, puis à quelque chose qui ressemblait à une satisfaction grime. Ses yeux s'écarquillèrent à plusieurs reprises pendant sa lecture. À un moment, elle dut s'appuyer contre le comptoir, comme si les mots sur le papier avaient un poids physique. La lettre contenait des détails, des preuves, des instructions précises sur la façon de procéder. « Patterson », dit-elle sans quitter la lettre des yeux, sa voix maintenant chargée d'une autorité absolue. « Je veux que vous prépariez la salle de réunion des cadres immédiatement et appelez le département juridique. »« Maintenant ? La salle des cadres ?» bégaya Patterson. « Pour elle ?» Victoria leva finalement les yeux, son regard balayant chaque visage présent avant de se fixer sur Charles et Madison avec une intensité qui les fit reculer instinctivement. L'atmosphère dans la banque avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique d'une enfant se transformait en quelque chose de bien plus grand et terrifiant. « Mesdames et messieurs, dit-elle avec une formalité glaciale, je vous suggère fortement de reconsidérer tout commentaire supplémentaire. » Elle marqua une pause dramatique, laissant ses mots pénétrer. « Vous venez de commettre la plus grande erreur de jugement de vos vies. » Charles essaya de rire, mais le son sortit forcé et nerveux, presque hystérique. « Victoria, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un peu dramatique. Ce n'est qu'une enfant, avec des fantaisies. » Ce fut à ce moment que Lana parla à nouveau, sa voix basse mais portant un poids qui rendit l'air dans la pièce encore plus lourd, presque suffocant. « Monsieur Charles, dit-elle calmement, avez-vous entendu parler de Jackson Holdings, le réseau de propriété commerciale qui contrôle la moitié des immeubles commerciaux de cette ville ?» Charles cligna des yeux, confus et maintenant légèrement inquiet. Bien sûr qu'il connaissait Jackson Holdings. C'était l'une des sociétés les plus puissantes et mystérieuses de la région. Personne ne savait avec certitude qui était derrière, mais ses investissements déplaçaient des millions, voire des milliards de dollars. « Et qu'est-ce qu'une entreprise comme celle-là a à voir avec toi ?» demanda-t-il avec dédain. Mais il y avait maintenant une note d'incertitude dans sa voix, une fissure dans son armure d'arrogance. Lana sourit à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de presque prédateur dans ce sourire, une expression qui ne devrait pas exister sur le visage d'une enfant de 9 ans. C'était le sourire de quelqu'un qui connaissait un secret dévastateur et qui était sur le point de le révéler. « Tout », répondit-elle simplement, laissant le mot flotter dans l'air comme une sentence. « Parce que, monsieur Charles, la dame que vous venez de passer les 15 dernières minutes à vous moquer et à insulter n'était pas seulement ma grand-mère. » Elle marqua une pause, savourant le moment, exactement comme sa grand-mère le lui avait enseigné. Dorothy Jackson était la fondatrice et l'unique propriétaire de tout ce que le nom Jackson représente dans cette ville. Chaque immeuble, chaque investissement, chaque décision commerciale. Elle a bâti cet empire pierre par pierre pendant que des gens comme vous la regardaient de haut. Le silence qui suivit était si absolu que le bourdonnement de la climatisation semblait assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le sol de marbre. Charles sentit le sang se retirer de son visage. Madison laissa tomber son sac à main de créateur sur le sol avec un bruit sourd, trop choqué pour le ramasser. Patterson semblait avoir du mal à respirer, sa main agrippant le comptoir pour garder l'équilibre. Chaque acte de mépris, chaque rire cruel, chaque commentaire préjudiciable des dernières minutes commençait à se solidifier dans leurs esprits comme des preuves de leur propre stupidité monumentale. Mais quiconque observait Lana attentivement remarquerait qu'elle n'était pas surprise par leur réaction. C'était comme si elle suivait un script soigneusement répété, chaque mouvement calculé pour maximiser l'impact de ce qui allait venir. Sa grand-mère lui avait fait répéter cette scène des dizaines de fois, anticipant chaque réaction possible, préparant chaque réponse. Les autres clients dans la banque commençaient maintenant à chuchoter entre eux, réalisant qu'ils étaient témoins de quelque chose d'historique, quelque chose dont on parlerait pendant des années dans les cercles d'affaires de la ville. Victoria Thompson guida doucement Lana vers la salle de réunion des cadres, laissant derrière elle un Charles complètement abasourdi et une Madison qui murmurait nerveusement au téléphone,
essayant désespérément de trouver des informations sur Jackson Holdings. Patterson suivait derrière comme un zombie, traitant encore le fait qu'il avait presque expulsé l'héritière de l'un des plus grands empires immobiliers de la ville. « Lana, ma chère, » dit Victoria en fermant la porte vitrée blindée. « Ta grand-mère m'a préparé à ce moment pendant des mois. » Sa voix portait un mélange d'affection et d'admiration. Elle savait que quand tu viendrais ici, ce ne serait pas seulement pour consulter ton solde. Dorothy disait toujours que tu avais quelque chose de spécial, une intelligence que peu reconnaîtraient. La fillette s'assit dans le fauteuil en cuir qui semblait la engloutir, mais ses yeux restaient alertes et calculateurs, ne trahissant aucune de l'innocence qu'on attendrait d'une enfant de son âge. Grand-mère m'a appris que parfois les gens ont besoin d'être confrontés à la vérité d'une manière qu'ils n'oublieront jamais, dit Lana en retirant un petit enregistreur numérique de son cartable. Et elle m'a dit que vous m'aideriez avec la partie juridique de tout ceci. À l'extérieur de la salle, Charles faisait les 100 pas comme un animal en cage. Son esprit d'homme d'affaires essayait de traiter les implications d'avoir publiquement insulté l'héritière de l'une des sociétés les plus influentes de la région. Chaque pas résonnait sur le marbre, marquant les secondes de sa destruction imminente. « Madison, tu ne comprends pas » marmonna-t-il à sa femme, sa voix montant presque à un cri. « Si Jackson Holdings décide de nous poursuivre ou de résilier nos contrats… » Il passa une main tremblante dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Nous serons ruinés, complètement ruinés. » « Calme-toi, chérie. » Essaya de le rassurer Madison, mais sa propre nervosité était évidente dans le tremblement de sa voix. « Ce n'est qu'une enfant. Sûrement ils comprendront que c'était un malentendu. » Charles s'arrêta brusquement, se tournant vers elle avec des yeux écarquillés. « Un malentendu ?» répéta-t-il d'une voix presque hystérique. « J'ai appelé sa grand-mère une femme de ménage. J'ai publiquement moqué une enfant noire. » Il se prit la tête dans les mains. « Mon Dieu, si cela fuite dans les médias, si les réseaux sociaux s'en emparent, notre réputation, nos affaires, tout sera détruit. » Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle, Victoria ouvrait un dossier confidentiel sur son ordinateur. L'écran s'illumina, révélant des pages et des pages de documentation méticuleuse. « Ta grand-mère a laissé des instructions très spécifiques sur la façon de procéder quand ce jour viendrait, » expliqua-t-elle à Lana. Elle a méticuleusement documenté chaque cas de discrimination qu'elle a été témoin ou subi dans cette banque pendant des décennies. Chaque commentaire raciste, chaque cas de traitement préférentiel refusé, chaque humiliation déguisée en procédure standard. Les doigts de Victoria dansaient sur le clavier, ouvrant fichier après fichier. Des enregistrements audio, des transcriptions de conversations, des témoignages écrits, des preuves photographiques. C'était une archive complète de l'injustice systématique. Lana hocha gravement la tête, comme si elle savait déjà tout cela. « Elle m'a montré certains des enregistrements qu'elle a faits, » dit-elle simplement. « Et elle m'a appris comment utiliser un téléphone portable pour enregistrer sans que personne ne le remarque. » Elle souleva discrètement son téléphone de la table. « Comme je l'ai fait aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé dehors. Chaque mot, chaque rire, chaque insulte, tout est enregistré en haute définition. » Victoria sourit avec un mélange de fierté et d'émerveillement. « Dorothy t'a bien élevé, mais il y a plus, » elle continua, ouvrant un dossier physique cette fois. « Ta grand-mère n'était pas seulement la propriétaire de Jackson Holdings. Elle était une actionnaire minoritaire silencieuse dans plusieurs autres entreprises, y compris… » Elle marqua une pause dramatique, ses yeux rencontrant ceux de Lana. « Whitman Enterprises. » Les yeux de Lana s'illuminèrent pour la première fois depuis son entrée dans la banque. Un éclat de satisfaction pure traversa son regard. C'était le moment qu'elle attendait, la pièce maîtresse du plan de sa grand-mère. « Donc, Monsieur Charles a travaillé indirectement pour ma famille pendant des années sans le savoir, » dit Lana, terminant la pensée de Victoria. « Exactement, » confirma Victoria avec un sourire sombre. « Et avec les modifications du testament que nous avons déposé la semaine dernière, tu as maintenant assez de pouvoir de vote pour influencer des décisions importantes dans son entreprise. 5% des actions ordinaires, pour être précis. Cela peut sembler peu, mais dans une structure actionnariale dispersée comme celle de Whitman Enterprises, c'est énorme. »
À l'extérieur, Charles avait réussi à se calmer légèrement et décida que la meilleure stratégie serait le charme et la diplomatie. Son cerveau d'homme d'affaires cherchait désespérément une issue. « Je vais entrer là-dedans pour m'excuser », annonça-t-il à Madison, ajustant sa cravate et essayant de retrouver un peu de sa contenance habituelle. « Je vais expliquer que c'était un malentendu, peut-être offrir une donation à une œuvre caritative. » Il se regarda dans le reflet vitré de la porte. Les enfants sont faciles à impressionner. Quelques mots gentils et peut-être un cadeau coûteux arrangeront tout cela. Un jouet cher ou peut-être une carte cadeau pour un magasin de vêtements. Les enfants adorent en ces choses. Madison hocha la tête, s'accrochant à cet espoir comme à une bouée de sauvetage. « Oui, et je pourrais peut-être parler de nos œuvres caritatives pour montrer que nous sommes de bonnes personnes. » Mais quand Charles frappa à la porte de la salle de conférence et entra avec son sourire le plus répété, il trouva une scène qu'il n'avait pas anticipée. Lana était assise au bout de la table, Victoria à ses côtés et une pile de documents éparpillés entre elles. Elle ne ressemblait pas à une enfant perdue en train d'être réconfortée. Elle ressemblait à une PDG en pleine réunion d'affaires. Sa posture était droite, professionnelle, ses mains posées calmement sur la table devant elle. « Monsieur Charles », dit Lana, avec une politesse glaciale qui ne correspondait pas à ses 9 ans. « Je suis contente que vous ayez décidé de vous joindre à nous. Madame Victoria m'expliquait justement ma position d'actionnaire dans votre entreprise. » Charles sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le mot résonna dans sa tête comme une alarme stridente. « Actionnaire » répéta-t-il, sa voix sortant plus aiguë que la normale. « Vous devez plaisanter. 5% des actions ordinaires, confirma Victoria en consultant les documents. Suffisant pour demander des audits, questionner les décisions de gestion et, dans certaines circonstances, influencer des changements significatifs dans la direction de l'entreprise. Le sang se retira complètement du visage de Charles. 5% ne semblait pas beaucoup, mais il savait que dans les entreprises avec une structure actionnariale dispersée, une minorité bien positionnée pouvait causer d'énormes ravages. Elle pouvait bloquer des décisions importantes, forcer des assemblées générales extraordinaires, exiger des enquêtes internes. « Écoutez, j'aimerais m'excuser pour le malentendu de tout à l'heure, commença-t-il d'une voix qui se voulait conciliante. « Malentendu » interrompit Lana, sa voix maintenant ce calme troublant. « Monsieur Charles, vous avez appelé ma grand-mère décédée une femme de ménage. Vous avez suggéré que j'étais perdu. Vous avez ri de ma présence ici. » Elle marqua une pause délibérée, laissant chaque mot s'enfoncer comme une lame. Ce n'était pas un malentendu, c'était du racisme pur et simple. Charles ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois comme un poisson hors de l'eau. Toute son expérience en salle de réunion, toutes ses compétences de négociation s'évaporèrent simplement face à la sérénité accusatrice d'une enfant de 9 ans qui clairement n'accepterait pas d'excuses vides. « Et le plus intéressant, continua Lana en jouant avec un enregistreur numérique sur la table, c'est que tout a été enregistré, chaque mot, chaque rire, chaque commentaire. » Ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité qui le fit reculer involontairement. Grand-mère disait toujours que les gens révèlent qui ils sont vraiment quand ils pensent qu'il n'y aura pas de conséquences. Et vous, monsieur Charles, vous vous êtes révélé complètement aujourd'hui. Victoria se pencha en avant, ses mains jointes sur la table. « Monsieur Whitman, aimeriez-vous entendre certaines de vos déclarations d'aujourd'hui ?» Elle tapota l'enregistreur. « Je suis sûr qu'elles seront très intéressantes pour le conseil d'administration de votre entreprise, vos investisseurs et peut-être certains médias spécialisés dans le comportement d'entreprise. » Ce fut à ce moment que Charles réalisa qu'il n'avait pas affaire à une enfant traumatisée qui pouvait être facilement apaisée. Il faisait face à quelqu'un qui avait été formé, préparé et équipé pour ce moment précis. Chaque mouvement que Lana avait fait depuis son entrée dans la banque avait été calculé pour exposer exactement le genre de personne qu'il était. Et le pire, c'est qu'il était tombé dans le piège parfaitement, fournissant toutes les preuves nécessaires à sa propre destruction. La porte de la salle s'ouvrit une fois de plus. Et cette fois, un homme en costume impeccable, portant une mallette en cuir, entra. Il avait l'air d'un requin en costume 3 pièces, le genre d'avocat que les gens riches engagent quand ils veulent détruire quelqu'un légalement. « Désolé pour le retard », dit-il en s'adressant directement à Lana avec un respect évident.
Je suis Marcus Henderson, l'avocat de la famille Jackson. Je suis venu dès que j'ai reçu l'appel de Madame Victoria. Téténa. Charles regarda avec horreur les pièces du puzzle se mettre en place. Il n'y avait rien de spontané dans cette réunion. Lana n'était pas simplement venue à la banque pour une consultation innocente. Elle avait orchestré toute la situation avec une précision militaire, utilisant sa propre apparence d'enfant vulnérable comme une arme pour exposer les préjugés qu'elle savait qu'elle rencontrerait. Et maintenant, assis dans cette salle, entouré d'avocats, de dirigeants bancaires et d'une fillette de 9 ans qui avait clairement plus de pouvoir qu'il n'avait jamais imaginé, Charles comprit finalement l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que tout ce drame n'avait été que le premier acte de quelque chose de beaucoup plus grand que Lana et sa défunte grand-mère avaient méticuleusement planifié. Une leçon qu'il n'oublierait jamais sur le fait de sous-estimer les personnes que la société nous apprend à ignorer. Marcus Henderson ouvrit sa mallette en cuir et sortit une pile de documents imprimés, les étalant méthodiquement sur la table de conférence. Charles observait chaque mouvement avec une horreur croissante, comme s'il regardait sa propre exécution être préparée sous ses yeux. « Monsieur Whitman », commença Marcus, avec la précision clinique de quelqu'un qui s'était préparé pour ce moment pendant des mois, « aimeriez-vous passer en revue certaines de vos déclarations publiques d'aujourd'hui? J'ai la transcription complète ici, grâce à l'enregistrement numérique que Mademoiselle Lana a effectué. » Il brandit le petit appareil que la fillette avait laissé stratégiquement visible tout au long de la conversation. « C'est illégal », bégaya Charles, sa contenance d'homme d'affaires s'effondrant finalement. « Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations privées sans consentement. » Victoria sourit froidement. « Monsieur Whitman, ceci est un établissement commercial public. Il n'y a aucune attente légale de vie privée ici. » Elle marqua une pause pour donner du poids à ses mots. « Et considérant que vos déclarations constituent une discrimination raciale claire et documentée, nous avons non seulement le droit, mais l'obligation légale de préserver ces preuves. » Lana resta assise calmement, observant Charles comme un scientifique étudiant une réaction chimique. Il n'y avait pas de malice dans ses yeux, juste la satisfaction froide de quelqu'un qui voit un plan méticuleusement exécuté atteindre son apogée planifié. « Passons à vos propres mots », continua Marcus en consultant la transcription. « L'enfant veut voir son solde. Elle a probablement confondu cet endroit avec une agence ordinaire. Ensuite, ta grand-mère, hein? Peut-être qu'elle est notre femme de ménage. Et mon préféré personnel? Peut-être travaillait-elle dans la cuisine de l'hôpital où ma femme se fait faire ses chirurgies esthétiques. » Chaque phrase citée faisait rétrécir Charles davantage dans sa chaise, comme si les mots étaient un des coups physiques. Son visage était devenu d'un rouge malsain, puis d'un blanc crayeux. Madison, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, parla finalement d'une voix tremblante. « Nous ne savions pas qui elle était, c'était un malentendu. »« Un malentendu », répéta Lana en parlant pour la première fois depuis plusieurs minutes, sa voix maintenant ce calme troublant. « Madame Madison, vous ne saviez pas qui j'étais. C'est vrai, mais vous saviez que j'étais une enfant de 9 ans. Cela aurait dû suffire pour me traiter avec un respect élémentaire. » Marcus tourna une page dans ses documents. « Intéressant que vous mentionniez ne pas savoir qui elle était, car j'ai ici des preuves que vous saviez exactement ce que vous faisiez. » Il fit glisser une photo sur la table, une capture d'écran de l'Instagram de Madison datant de 3 semaines plus tôt. Sur l'image, Madison apparaissait lors d'un événement caritatif avec une légende. « J'ai adoré en apprendre davantage sur les projets sociaux de Jackson Holdings aujourd'hui. C'est inspirant de voir comment une entreprise peut transformer des communautés. » La photo avait été prise au siège de l'entreprise de Lana, avec le logo clairement visible en arrière-plan. Charles examina la photo avec des yeux écarquillés d'horreur. « Madison, tu connaissais Jackson Holdings ?»« Je n'ai pas fait le lien, » bégaya Madison. Mais même elle réalisa à quel point l'excuse sonnait pathétique. « Ah, mais il y a plus !» continua Marcus impitoyablement. Il sortit un deuxième document. Correspondance par email entre M. Whitman et Jackson Holdings au cours des 6 derniers mois, négociant des contrats de conseil qui représentent 40% du revenu annuel de votre entreprise. Victoria se pencha en avant. « Monsieur Whitman, voudriez-vous expliquer comment vous pouvez prétendre ne pas connaître une entreprise qui est responsable de près de la moitié de vos revenus ?» Ce fut alors que la réalité finale frappa Charles comme un train à grande vitesse. Il n'avait pas simplement insulté une enfant au hasard.
Il avait systématiquement humilié l'héritière de l'entreprise qui maintenait sa propre affaire financièrement viable. Chaque contrat, chaque paiement qu'il avait reçu ces derniers mois provenait indirectement d'une famille qu'il venait d'attaquer avec des commentaires racistes enregistrés. Lana, s'adressa Victoria à la fillette avec un respect authentique. Voudrais-tu partager la décision que tu as prise concernant les contrats de Whitman Enterprises ? La fillette hocha la tête et parla avec le même calme qu'elle avait maintenu tout au long de l'épreuve. Monsieur Charles, après avoir soigneusement examiné les termes des contrats existants et consulté mes conseillers juridiques, j'ai décidé d'exercer la clause de résiliation pour motif valable qui a été incluse dans tous les accords signés. Charles sentit le sang se retirer complètement de son visage. Motif valable ? Quel motif valable ? Marcus consulta un autre document. Discrimination raciale documentée par un représentant de l'entreprise lors d'interactions commerciales. La clause 15.3 spécifie que le comportement discriminatoire constitue une violation matérielle de l'accord, entraînant une résiliation immédiate et la confiscation de tous les paiements en suspens. Ceci me détruira financièrement, murmura Charles, ses mains tremblant, alors qu'il calculait mentalement les implications. Sans les contrats de Jackson Holdings, son entreprise serait incapable d'honorer la masse salariale ou les prêts bancaires existants. Vous auriez dû y penser avant de décider que la couleur de ma peau déterminait ma valeur, répondit Lana simplement. Il n'y avait pas de cruauté dans sa voix, juste l'application froide de conséquences logiques pour des choix consciemment faits. Madison éclata en sanglots. S'il vous plaît, ce n'est qu'une enfant. Sûrement vous pouvez résoudre cela de manière plus civilisée. Victoria sourit. Plus civilisée que la façon dont vous avez traité cette juste une enfant pendant les 20 dernières minutes ? Elle désigna la transcription. Madame Madison, la civilité est un concept qui aurait dû être appliqué avant, pas après avoir été confrontée aux conséquences. Lana se leva de sa chaise, sa petite stature contrastant avec l'autorité qui émanait de sa présence. Monsieur Charles, Madame Madison, vous m'avez enseigné une leçon précieuse aujourd'hui. Vous m'avez montré exactement le genre de personne qui existe dans le monde, celle qui juge la valeur d'une personne par la couleur de sa peau ou l'apparence de ses vêtements. Elle marcha vers la fenêtre donnant sur la ville, ses mains jointes dans le dos comme un général contemplant un champ de bataille. Mais vous m'avez aussi donné quelque chose de plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Une preuve absolue que ma grand-mère avait raison quand elle disait que le racisme n'est pas toujours évident. Parfois, il s'habille en costume coûteux et parle poliment, mais c'est toujours du racisme. Charles tenta un dernier pari désespéré. Lana, je peux changer, je peux apprendre. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. La fillette se retourna lentement pour lui faire face. Monsieur Charles, vous avez eu 9 ans pour apprendre que les enfants méritent le respect. Vous avez eu des décennies pour apprendre que les gens ne devraient pas être jugés par la couleur de leur peau. Combien d'autres secondes chances avez-vous besoin pour devenir une personne décente ? Le silence qui suivit ne fut rompu que par le son du téléphone de Charles qui sonnait sans cesse, probablement des nouvelles de la résiliation des contrats circulant déjà dans le monde des affaires. Il ne prit même pas la peine de répondre. Marcus ferma sa mallette avec un clic final définitif. La documentation d'aujourd'hui sera classée dans nos archives juridiques permanentes. Toute tentative de représailles entraînera des poursuites judiciaires supplémentaires. Alors que Lana se préparait à quitter la salle, elle s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. Pas pour se réjouir, pas pour une cruauté supplémentaire, mais pour une leçon finale qui résonnerait à jamais dans la mémoire de ceux qui l'avaient sous-estimée. « Vous vouliez m'enseigner ma place », dit-elle avec une sagesse qui transcendait ses 9 ans. Mission accomplie. Ma place est exactement là où ma grand-mère a toujours dit qu'elle serait, au sommet. En construisant un monde meilleur pour d'autres enfants qui un jour entreront dans des endroits comme celui-ci et seront jugés non pas par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. La porte se ferma derrière elle avec un doux clic, laissant derrière 2 personnes qui comprenaient enfin qu'elles venaient de témoigner non seulement de leur propre destruction, mais de la naissance d'une force de justice qu'elles ne pourraient jamais comprendre ou contrôler. Mais ce que ni Charles ni Madison ne pouvaient imaginer, c'est que cette humiliation publique
n'était que le premier mouvement d'une symphonie de conséquences que Lana et sa défunte grand-mère avaient orchestrée. Une leçon sur le véritable coût du préjugé qui résonnerait bien au-delà de ces murs de marbre froid. Si la victoire silencieuse mais foudroyante de Lana a résonné en vous, ne gardez pas ce sentiment pour vous seul. Laissez un j'aime pour saluer sa dignité. Et dites-nous dans les commentaires, à la place de Lana, auriez-vous accordé une seconde chance à Charles, ou méritait-il ce destin? Partagez cette histoire pour que la leçon se propage. C'était l'arme du continent. À la prochaine histoire.